Euh, voilà. Bon, donc, merci à toutes et tous, à Cécile de nous avoir sollicité pour tenter de répondre un peu à votre problématique, et puis Sophie qui fera un retour d'expérience sur ce que vous portez, vous, au niveau du pays Terre de Lorraine. Alors, c'est un temps un peu hybride, enfin, je l'ai imaginé de façon un peu hybride, parce que d'habitude, on fait ce qu'on appelle des cafés solutions, mais là, ni le nombre de participants, ni le format est forcément le plus adapté. Mais je vous partage vite fait à l'écran le petit canevas que je vais suivre pour la prise de notes notamment. Ce que je vous propose, c'est donc un temps où déjà Cécile et puis les partenaires, hein, puisque vous êtes plusieurs sur le projet, vous puissiez prendre 10-15 minutes d'échange pour nous présenter un peu le projet, les réflexions sur lesquelles vous êtes, les points peut-être de crainte euh, qui sont sûrement partagés par d'autres acteurs qui se posent les mêmes questions que vous. Et puis ensuite, un petit temps d'échange, de réflexion pour essayer de questionner un peu vos problématiques, bien les cerner. Euh, et puis, si on a des pistes de réflexion, on vous en fait part. Et ensuite, poser ça au regard un petit peu de Sophie ou le PETR. Enfin, vous le verrez, moi j'estime que le PETR Terre de Lorraine a un retour d'expérience qui peut être intéressant de façon globale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des actions, on va dire, d'éducation, mais ça en fait partie. Et donc, ça peut être voilà, intéressant, je pense, au regard de ce que vous portez. Donc, juste pour rappeler le petit cadre d'échange, l'idée entre nous, c'est d'être plutôt dans l'écoute, d'être bienveillant, d'essayer de laisser sa webcam allumée, sauf si vous avez un impératif à un moment, mais c'est vrai que c'est plus convivial de voir les gens. Et puis également, alors là, je contredis ce que j'ai dit il y a 2 secondes, mais la parole reste libre. Il y a une captation pour archives. Après, s'il y a des choses que vous ne souhaitez pas qui soient diffusées parce que, je ne sais pas, il peut y avoir une complexité avec des partenaires, des collectivités ou je ne sais quoi, sentez-vous libre de le dire. On verra ce qu'on fait de la captation après. Voilà. Il faut vraiment qu'on ait un peu l'entièreté, vous, des questions que vous vous posez. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce cadre, sur le déroulé? Bon, sur la base, j'avais prévu 2 heures, mais comme on est en petit nombre, je pense que on va dire 1 heure et demie devrait être suffisant pour voir tout ça. Donc, voilà. On peut peut-être déjà faire peut-être un rapide tour de table et ensuite partir sur une présentation un peu de votre contexte et puis de vos questionnements. Je vais arrêter le partage d'écran, comme ça je pourrai prendre des notes, ça ne vous perturbera pas. Hop. Cécile, tu veux commencer par te présenter et puis Oui, oui, donc Cécile Mendy, je suis coordinatrice de l'association GARE. Donc GARE, c'est l'acronyme de Groupement d'acteurs ruraux en écoactivité. On est basé à Vaillant, sur le plateau de Langres, donc Sud-Haute-Marne. Et donc, on porte la coordination du projet Proxaline, dont je vous parlerai tout de suite après. ça marche. Tu passes la parole à qui? À Delphine. Bonjour, alors moi c'est Delphine Kurz, je suis chargée de projet verger et alimentation pour tous à la régie rurale Plateau à Vaillant. C'est une association d'insertion par l'emploi. J'ai commencé ma prise de poste le 1er février. Bienvenue. Merci. Et du coup, la personne qui était précédemment avant moi était ambassadeur alimentation pour tous et a mis en place les paniers solidaires. À qui, vous laissez la parole, Delphine? Patricia, on va faire en suivant sur l'écran. Alors, Patricia Horta, je suis enseignante
mise à disposition à mi-temps à la Ligue de l'enseignement. Donc, 2 jours par semaine, je suis en classe et puis 2 autres jours, je travaille à la Ligue de l'enseignement pour faire le contact avec les enseignants, notamment pour leur organiser des classes de découverte et puis des cycles d'animation. D'accord. Et je donne la parole à Dominique. Oui, Dominique Camburet, donc je préside le groupement GAR. Je suis également administrateur de la Ligue de l'enseignement qui gère un centre d'initiation à la nature sur le secteur Sud-Haute-Marne qui est maintenant parc national. Et je suis le référent éducation alimentaire du COPIL du PAT du Pays de Langres. D'accord. Dominique. À qui vous laissez la parole? À Arsène. Bonjour à tous. Moi, je suis chargé de mission PAT au PETER La Plaine des Vosges. Donc, c'est côté Vitel Contrex, Neufchâteau, Mirecourt. Et voilà, je mets en place un programme alimentaire territorial sur le territoire. Et du coup, je vais passer la parole à Sophie. Donc Sophie Égé, moi je suis sur la partie sud-ouest de Nancy, le pays terre de Lorraine, et donc chargée de projet alimentaire digne et durable. Donc c'est un poste qui a été créé par le pays terre de Lorraine pour pouvoir faire avancer les actions qui ont été commencées sur l'accès à l'alimentation à tous, une alimentation de qualité pour les personnes en précarité. Et donc on travaille sur différents sujets, donc je vais avoir l'occasion de vous présenter un petit peu ce sur quoi on a pas mal avancé ces derniers mois. Et donc, je passe la parole encore à Ludovic, je crois. Merci. Bonjour, donc Ludovic, je suis à la DRAF Grand Est et dans l'équipe PNA, donc dans l'accompagnement des PAT, et aussi j'aide de temps en temps Charles sur le réseau partage. Charles, je ne sais pas s'il faut que tu te présentes, peut-être. Si, rapidement, mais Ludovic et Modeste peuvent y mettre beaucoup. Donc, Charles Thomasin, je suis animateur du réseau Partage, donc au sein de Citoyens et Territoires, qui est une association basée à Colombey-les-Belles. On est voisins d'ailleurs de Sophie, géographiquement. Voilà, donc le réseau Partage qui fait du lien donc, notamment entre les PAT et puis tous les acteurs autour de la transition alimentaire. Voilà. Est-ce que, Cécile, tu veux passer au temps un peu de présentation? Oui, je vais présenter rapidement le projet Proxaline et puis du coup ce qui nous a amené à te solliciter. Donc, le PAT du Pays de Langres existe depuis 2 petites années maintenant. La gare fait partie du groupe de travail éducation alimentaire que préside Dominique, au même titre que la Ligue de l'enseignement, la Régie rurale qui sont ici autour de la table. Et dans ce groupe de travail, on a réfléchi à comment on pouvait structurer un projet d'éducation alimentaire qui ne soit pas simplement une juxtaposition de propositions pédagogiques, mais qui engage les participants, les publics, dans une démarche d'amélioration d'alimentation, alors par l'approvisionnement, par la connaissance du local, par pas mal de biais différents, mais en tous les cas que ce soit des actions qui soient suivies dans le temps. Voilà. Donc dans ce groupe de travail, on est 7 acteurs éducatifs. Alors de l'EDD, des structures de l'insertion, un collège qui a beaucoup travaillé sur l'alimentation. Donc, pardon ? Le collège de Protois ? Le collège de Protois, ouais. Peut-être je peux les citer parce que vous devez en connaître peut-être un certain nombre. Il y a le collège de Protois, il y a la maison de Courcelles qui est aussi pas mal identifiée sur les questions d'alimentation en Haute-Marne. Donc, il y a un centre d'accueil scolaire et extrascolaire, donc un gros centre d'hébergement qui a sa propre cuisine. Il y a une autre structure associative qui est naturelle,
donc là sur de l'éducation à l'environnement, sur l'Est au Marnais, la régie rurale, le collège de Protois et puis les foyers ruraux également du département. Donc on s'est retrouvés pour savoir comment monter ce projet un petit peu global autour de l'éducatif. Notre entrée, ça a été d'identifier les différentes cibles avec lesquelles on voulait travailler, pour lesquelles on savait qu'il y avait un vrai enjeu à accrocher à ce projet-là. Et puis parce que aussi, individuellement, on a tous déjà des cibles un petit peu privilégiées et un travail et des partenariats déjà engagés avec des publics. Donc, on a identifié 3 cibles principales. Les établissements scolaires, donc, qui font l'objet d'une action un peu spécifique sur de l'accompagnement à comment améliorer les pratiques en cuisine, etc. Plutôt orienté cuisine que usager. On a une action, des actions orientées sur le grand public, donc les défis famille alimentation positive, avec la FRAB, en fait, qui dispose de cette méthodologie et qui nous accompagne pour la dupliquer sur notre secteur. Et puis des événementiels grand public, que je ne vais pas détailler là. Et puis, on a le 3e public cible qu'on a identifié, public en précarité alimentaire, qui est un public qu'on a dans nos réseaux via la régie rurale du plateau. Donc, la régie rurale est une structure d'insertion, jardin de cocagne, donc il y a une production maraîchère à Vaillant qui alimente toutes les semaines plus de 200 paniers. Donc voilà, une structure moteur localement pour favoriser l'accessibilité à tous à des produits de qualité. Comme Delphine l'a présenté l'an dernier, la régie a bénéficié d'un poste ambassadeur de l'alimentation pour tous, qui était un poste financé, limité à un an de financement pour une mission très précise qui était développer les paniers solidaires sur le secteur, donc un accès aux paniers selon des critères sociaux qui permettent l'accès à des paniers à 2 € oui. au lieu de 8 €. C'était 8,75 l'an passé. Voilà, 8,75 le panier. Là, sur la présentation, enfin, l'éligibilité à certains critères, les bénéficiaires peuvent avoir accès à des paniers à 2 € pendant un an, une fois par semaine. Donc, ce travail s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu d'abord la prise de contact avec tous les partenaires sociaux pour capter ces publics de bénéficiaires de paniers solidaires, parce que c'est des publics qui sont d'une façon ou d'une autre et pour différentes raisons isolés, pas très captifs de cette offre-là. Et donc, il y avait un travail en amont à faire auprès des partenaires pour nous aider à capter les publics. Une fois que les publics répondent présents et sont volontaires pour bénéficier des paniers solidaires, il y a plusieurs problématiques. Il y a déjà s'engager dans le temps, qui est tout sauf évident pour ce public. Donc, ça veut dire respecter les jours de livraison, aller les chercher à tel endroit. Voilà, ça mobilise quand même certaines aptitudes ou compétences de la part des publics. Et puis, aussi et surtout, c'est une fois qu'on a le panier, comment on utilise des produits du panier, comment on les cuisine, comment on pense à les faire à temps avant qu'ils deviennent défraîchis, etc. Et donc, c'est pour ça que la personne qui était ambassadeur de l'alimentation pour tous a mis en place des ateliers cuisine, qui étaient destinés aux usagers, aux bénéficiaires des paniers solidaires, mais pas que, mais en tous les cas, pour leur donner des clés et les accompagner dans ce travail-là. Donc, un travail qui a porté ses fruits, et effectivement, il semblait vraiment indispensable de proposer ces temps-là aux bénéficiaires, sans quoi, en fait, il y avait des délaissements de paniers ou des pertes de produits dans les paniers.
Cependant, la régie remarque que ce n'est pas forcément suffisant encore. C'est-à-dire que quand on touche à l'alimentation, on ne touche pas uniquement à du technique et à du pratique, et qu'il faut élargir le spectre d'animation sur ce sujet-là. Parallèlement, la Ligue de l'enseignement a eu l'occasion de travailler aussi cette question alimentation avec des publics spécifiques, alors plutôt un groupe de personnes avec des troubles psychosociaux de différentes natures. Et donc, l'animateur qui a mené ce travail-là auprès du public de la maison de la pension de famille s'est vite rendu compte qu'il y avait vraiment des prérequis, des fondamentaux à respecter pour capter ces publics-là. Je pense notamment à la confiance, la relation de confiance qui est un indispensable pour traiter alors de l'alimentation, mais surtout de plein d'autres choses avec ces publics. En tous les cas, qu'on ne pouvait pas se contenter de proposer un atelier cuisine et puis après, voilà, rentrer chez vous, on a bossé ensemble une recette, les publics ont participé ou n'ont pas participé, peu importe, ça fonctionne pas suffisamment, c'est pas suffisant et c'est pas nous ce qu'on veut du coup dans le cadre de notre projet Proxalim. On veut réussir à appréhender tout ce qui peut être de l'ordre de l'affectif et puis tout ce qui est plus global alimentation. Quand on parle alimentation, on parle de santé, on parle environnement, on parle économie. Et comment ce public qui a beaucoup d'autres préoccupations que ses préoccupations, qui a pas mal de choses à traiter un peu frontalement, comment on arrive à les emmener sur cette problématique sans heurter, sans être maladroit, sans être moralisateur, mais en mettant quand même un peu de hauteur sur la question de l'alimentation. Le réchauffement climatique, la relocalisation des productions, comment on met ça sur la table sans faire suer les publics et leur dire mais ça c'est pas nos problèmes. Enfin, nous, il faut déjà qu'on arrive à chauffer notre logement. Le réchauffement climatique, vous êtes gentil, dans l'assiette, on ne peut pas trop en entendre parler, quoi. Donc, c'est un peu ce qui nous amène sur ce temps-là, à dire comment, par ailleurs, d'autres structures ont réussi à bien appréhender. C'est ça notre souci, c'est appréhender un peu la pluralité de cette thématique-là, qui plus est avec un public spécifique en précarité, pour réussir à l'emmener sans le barber, en leur donnant envie de s'impliquer, et puis que les apprentissages perdurent au-delà de l'accompagnement, quoi, que derrière, ouais, il y a eu vraiment un apprentissage, une prise de conscience, des pratiques qui se mettent en place et qui arrivent à perdurer, quoi. Voilà en gros notre problématique. Peut-être que les collègues partenaires peuvent compléter si j'ai oublié des choses un peu importantes, ou rectifier certaines choses, mais voilà, en tous les cas, ma demande aujourd'hui, moi, c'est celle-ci. Alors, c'est une demande qui n'est pas forcément évidente, hein, qui est assez vaste, mais j'aimerais bien voilà, savoir comment, par ailleurs, cette problématique peut être appréhendée. Alors là, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions sans pour autant apporter de suite des retours d'expérience, c'est le moment, si notamment Arsène, Sophie, Esther, Ludovic et moi, on souhaite un peu approfondir, compléter des zones d'ombre. C'est le moment. Ouais, j'avais une petite question. Ce sont les défis à cuisine positive. C'est ça, hein. Famille alimentation positive. Ouais, c'est ça. Pardon, excuse-moi. Ça a été facile de les mettre en place ou de convaincre en tout cas Parce que du coup, on avait cette idée, enfin, j'ai toujours cette idée d'essayer de le mettre en place, mais je suis parfois un peu circonspect là-dessus.
On se refera un petit topo dans 2 mois, Arsène, parce qu'on en est au tout début et que ça, c'est pas encore engagé. On a les financements, etc. Ça se met en route, mais cette action-là, elle est encore au point mort pour le moment. On devrait bénéficier très prochainement d'une journée de formation avec la FRAB pour s'approprier l'outil, en fait, la méthode, la plateforme, etc. Merci. J'ai une petite question. Moi, tu as parlé de confiance. Alors, je pense que tu as répondu après, mais je veux juste éclaircir. Tu parlais de la confiance avec les personnes en situation de précarité. C'est la confiance entre l'animateur et la personne, ou c'est plutôt la confiance en elle-même, en fait, la confiance en soi des personnes que vous touchez, qui semblait un enjeu un petit peu en moment? Quand j'en ai parlé, je pensais à la confiance entre l'animateur et le public pour favoriser l'échange, mais en même temps, évidemment, la confiance qu'ont les personnes envers elles-mêmes est importante pour nourrir ces échanges-là, en fait. Donc, les deux vont de pair et, à mon avis, sont des choses sur lesquelles travailler pour avoir des animations de qualité, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est peut-être que la présentation était très exhaustive. Moi, j'ai une question encore. D'une certaine manière, la prise de conscience que quand on veut faire des projets avec les personnes, finalement, eux, ils ont des problématiques qui sont différentes de celles qu'on pense qui sont importantes, comme les problématiques environnement et économie, santé. Et finalement, les personnes en face ont d'autres problématiques plus importantes. Vous l'avez appris comment, en fait? Est-ce que vous avez des moments de débrief ou des lieux où les personnes peuvent vous faire part de ces choses-là? Alors, là, je vais parler au nom de l'animateur de la Ligue qui a eu ce vécu avec le groupe de la pension de famille. Justement, c'est là que la confiance est importante, c'est-à-dire que lui, il proposait des visites chez des producteurs. En gros, une journée type, c'était une visite chez un producteur. On récupère des produits. Alors pour aller chez le producteur, on en profite pour faire une balade, lecture de paysages, etc. Donc, une approche un peu globale. Et puis, on revient sur la maison d'accueil, on cuisine ensemble, on partage le repas. Et donc, en fait, tout s'étend dans une journée type. Il y a plein de moments qui sont ouverts pour accueillir plein d'autres choses que la thématique qui nous rassemble ce jour-là, quoi. Et s'il n'y a pas la confiance, ces temps-là, ils n'existent pas. C'est-à-dire qu'on passe du point A au point B avec la mission en tête d'aller chercher les yaourts, et puis on revient en cuisine, et puis il ne se passe rien entre les deux. Mais voilà, si on arrive à entrer dans cette confiance, dans un dialogue, on aborde très vite des choses qu'on pourrait croire hors sujet sur ces journées-là, et qui pourtant permettent de comprendre qui on a affaire en face, et d'adapter son discours, son approche, sa posture. Donc voilà, quand les gens arrivent, on ne sait pas qui a vécu quoi, voilà, mais il y a des choses qui se délient et qui se lisent au fur et à mesure. Et puis, il y a toujours aussi un animateur de la structure des bénéficiaires qui est là, et puis qui permet aussi de faire du lien quand vraiment il y a des choses qui semblent fondamentales à dire. Pour aller dans le sens de la question de Sophie, du coup, ce qui a été perçu par l'animateur, c'est quoi? C'est une posture plutôt de rejet, de relégation de la problématique au second, troisième, cinquième plan, ou c'était un peu plus, un peu plus fin, on va dire. J'aurais un peu de mal à répondre à cette question-là. Je pense pas que c'est pas un rejet catégorique, mais
mais ça va être plutôt des systèmes de représentation qu'on peut avoir quand l'alimentation n'est pas notre priorité principale. Donc des représentations sur de l'économique, sur de l'accessibilité. Enfin, rien que de dire, c'est pas pour moi en fait. Mais mon mode de production il est chez Lidl et chez Action. Je peux pas, voilà, je vais pas. Le reste ne m'est pas accessible. Donc, je dirais c'est plutôt des représentations, mais qui sont assez compliquées à déconstruire, hein, parce qu'effectivement, quand on vit dans une cité entourée de magasins discount, c'est pas évident d'aller au-delà, quoi. Ça demande un effort. Donc, c'est plutôt de la déconstruction de représentation que vraiment un rejet en bloc, quoi. Et puis après, ne serait-ce que capter son attention sur l'alimentation. Pour certains publics, c'est compliqué, en fait, parce qu'en fait, il y a un intérêt limité à l'alimentation, si ce n'est celui de répondre à ses besoins fondamentaux. Mais au-delà de ça, le public ne porte pas forcément attention à l'alimentation. D'accord. Désolé, hein, avec la prise de notes, j'ai un petit, un petit temps de latence. Est-ce que vous avez d'autres questions, des choses qui vous semblent... Ludovic, tu as rallumé ta caméra. Oui, et j'ai une petite question. Est-ce qu'il a été identifié on va dire les raisons pour lesquelles les participants rejoignent les ateliers? Enfin, qu'est-ce qui déclenche en général la participation? J'imagine qu'il y a plusieurs Alors, situations. pour les ateliers, en fait, c'est très guidé, la participation, c'est-à-dire que ça reste sur la base du volontariat, mais le groupe se déplace, donc c'est plutôt bienvenu de faire partie du groupe. Il y a ce truc un peu semi-directif. Et en même temps, les gens se déplacent, sont contents. Alors, la première journée d'animation, ils ne savent pas forcément où ils vont, donc bon, ils suivent un peu comme des moutons, hein, parce que l'animateur les engage fortement à participer. Et puis les suivantes, ils sont contents de retourner dans un endroit qui les a sortis de leur cadre quotidien, qui les a ouverts à la nature, parce que c'était vraiment un axe fort porté par la Ligue, de dire, voilà, on traite de l'alimentation, mais on l'ouvre fondamentalement à l'environnement. Donc, évoluer dans un cadre différent, et puis passer un moment convivial. Et on rejoint ce côté partage bien au-delà de l'alimentation. Le côté convivial, il est super important. Et puis, sur la participation des publics, plutôt au panier solidaire, donc à être bénéficiaires des paniers solidaires, les publics qui sont engagés sont ceux qui connaissent la régie rurale, pour y avoir travaillé, pour avoir des enfants, de la famille, des amis qui y travaillent. Donc ça semble être quand même un peu un fondamental. Et pour la participation aux ateliers cuisine, qu'Antoine, le collègue de Delphine, avait organisé l'an dernier, il avait remarqué quand même que le côté aller dans un atelier où je ne connais pas forcément les autres personnes et où je ne connais pas l'animateur, c'était problématique. Voilà, il avait des personnes qui étaient bénéficiaires des paniers et qui ne voulaient pas aller dans les ateliers de cuisine, qui étaient pourtant des ateliers voilà, de 2 heures, bonne franquette, 5-8 personnes, enfin, a priori, rien d'extraordinaire, mais pour un public isolé, en face un peu de repli sur soi, ça devenait très compliqué. Il y a des personnes qui ne voulaient pas participer pour ces raisons-là. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup de situations différentes en fonction de la façon dont c'est amené, si c'est de l'individuel, si c'est du collectif. Du coup, les liens avec les partenaires sociaux sont vraiment super importants parce que la façon dont ils le présentent à leurs bénéficiaires, à leurs usagers,
aux personnes qu'ils accompagnent, en fait, c'est super important parce qu'il faut trouver les bons arguments qui peuvent être différents entre les différentes, enfin, d'une personne à l'autre, en fait, et des situations à une autre. Et voilà, donc faut pas se tromper. Mais du coup, pour pas se tromper, il faut avoir en tête tout ce que ces arguments peuvent être, en fait, toutes les situations que peuvent rencontrer les personnes, etc., quoi. Moi, j'ai aussi une question, voire deux. La première, c'est est-ce que, alors on utilise le terme générique public, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Est-ce que c'est plus des hommes, plus des femmes? Est-ce qu'il y a peut-être justement des différences d'appréhension de la thématique? Parce que des fois, je sais qu'il y a des questions un peu genrées, notamment quand il s'agit d'apprendre des nouvelles compétences. Les hommes, enfin, je l'ai vu sur la lecture, par exemple, dans un de mes précédents emplois, les hommes ont beaucoup de mal à le faire en collectif parce que ça renvoie une image de soi, parfois pas très positive. Donc, savoir si vous avez identifié ça parmi les freins ou pas. Et puis, l'autre question, c'est savoir, du coup, dans ces temps cuisine, etc., est-ce que c'est un apport qui provient de l'animateur ou il y a quelque chose entre pairs qui se fait? Est-ce que c'est voilà, les bénéficiaires entre eux, entre guillemets, qui parfois sont en position d'apport? Alors, sur l'effet de genre, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si ça a été identifié, s'il y a eu une domination de fréquentation chez l'un ou chez l'autre, je ne sais pas. Sur les apprentissages, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'à la base, bah, la méthode, l'accompagnement vient de l'animateur et que effectivement, il y a des bénéficiaires qui peuvent se révéler, voilà, arriver dans une posture d'apprenant, et puis au fur et à mesure, quand on leur laisse de la place, bah, ils deviennent des sachants, quoi. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, le rapport il s'inverse, et, et alors qu'il n'avait pas forcément conscience d'être équipé de bagages techniques, etc., sur la problématique, bah, il se rend compte que finalement, si, en fait, si on les autorise à prendre cette place-là, voilà, ils peuvent aussi faire profiter de leurs connaissances aux autres, quoi. Donc, ça peut se rencontrer, ça, ouais, ça s'est rencontré. Notamment chez le public de femmes immigrées. C'est un peu le cas type où les personnes arrivent un peu toutes repliées et puis en ressortent plutôt grandies, et puis de se dire, ah bah oui, finalement, si, je sais. Charles, tu as le micro éteint. J'ai dit merci Cécile, et j'allais lire la question d'Esther qui a un souci de micro visiblement. Pour donner aux participants l'envie de s'impliquer davantage, avez-vous envisagé l'idée de leur demander de proposer leur propre, ça répond en partie mais sans lien, leur propre recette aux ateliers cuisine pour que ce soit un partage réciproque et que les apprentissages perdurent, éventuellement distribuer des livrets de recettes. Ça va faire la transition avec la phase proposition aussi, mais voilà, c'est une petite question. Ouais. Oui, ça a été fait. Enfin, le livre de recettes, ça a été fait. La proposition que chacun amène des recettes, je sais pas trop si ça a été fait comme ça par Antoine, enfin, en tous les cas aussi clairement que ça, mais que les choses se mélangent un petit peu au fur et à mesure des animations, oui, ça s'est vérifié. Si vous voulez, ce qu'on peut faire, alors je vous ai dit, hein, c'était un temps un peu mixte entre le café solution et le retour d'expérience de Sophie. Si jamais là, au regard un peu de ces questions, de l'identification de la problématique que vous nous avez énoncée, si vous avez des idées, des pistes de solutions à proposer, on peut se laisser quelques minutes là-dessus. Avant que Sophie peut-être fasse un focus sur ce que vous avez
monter à Terre de Lorraine en mettant peut-être un peu en exergue justement les actions plus d'éducation, en tout cas les choses qui font écho au questionnement du Gard, de la Gare. Si je peux prendre la parole, du coup, j'étais en train de réfléchir pendant que vous échangiez. Alors, c'est pas le cas chez moi, mais est-ce qu'il y a un exemple de PAT dans le Grand Est qui a commencé à travailler avec le milieu carcéral? Parce que du coup, quand on pense beaucoup au public, quand on parle de milieux sociaux difficiles, et je pense que le milieu carcéral en fait partie. Et je suis en train de me rappeler dans le même temps l'étude qui avait été faite donc, par la DRAF sur les produits bio locaux, et il y avait l'aspect milieu carcéral. Et du coup, c'était les moins bien lotis, enfin, si je peux dire comme ça. Mais en tout cas, c'était eux qui avaient accès à le moins de produits bio, le moins de produits locaux, ceux qui émettaient le moins d'argent dans des bons repas, enfin des repas plus sains en tout cas. Et du coup, je me demandais s'il y avait des PAT qui avaient travaillé, en tout cas avec déjà des prisons. Parce que du coup, je trouve que ça en fait partie, quoi. C'est plus une question ouverte, hein. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais c'était comme ça. Et du coup, en termes d'échange d'expérience, pour ta deuxième partie de question, Charles, nous, on va essayer de former ou du moins sensibiliser nos élus à cette question d'accès à l'alimentation. On va travailler avec la banque alimentaire et pour qu'en tout cas, la banque alimentaire puisse leur donner des billes, des conseils, des choses que les maires et les élus communaux peuvent faire pour aider en tout cas les familles qui sont dans le besoin, en fait, les ménages les plus modestes et qui ont besoin d'aide. Et c'est aussi voilà, pour pouvoir donner du pouvoir, de pouvoir laisser la place aux maires, en fait. MAIRE et pouvoir qui sait ce rôle, en tout cas, de conseiller qu'on imagine un peu quand on parle de maire, quoi. Voilà. Notamment dans les communes rurales, effectivement. Ouais. Et ben, j'ai le même retour que Ludovic. Je n'ai pas de retour sur ta question hein, sur les PAT en milieu rural. Peut-être, enfin, je pense pas, Sophie, que c'est le cas, mais c'est peut-être une idée d'action pour la suite, puisque il me semble qu'il y a un centre carcéral à Toul. Donc voilà. Mais oui, comme disait Ludovic, on peut poser la question. Après, effectivement, si vous avez des idées, alors moi, je me lance juste, c'était un peu en lien avec ma question, c'est vrai que sur cette question un petit peu d'appréhension enfin, il me semble une partie peut-être de la solution, c'est dans cette idée d'être entre pairs, parce qu'effectivement, pour que ne pas brusquer le public en précarité et essayer de déconstruire des choses, il me semble que si ça provient de quelqu'un qui est peut-être dans une réalité totalement différente, ou quelqu'un qui n'est pas passé par peut-être les situations que traversent les gens, c'est parfois compliqué comme posture d'animateur et les gens peuvent remettre plus facilement en doute la chose. Et je sais justement sur la partie sur Nancy, j'accompagnais une épicerie solidaire étudiante et ils avaient fait quelques actions d'animation, d'éducation cuisine avec la banque alimentaire. Et en fait, assez tôt, alors il y avait un côté intergénérationnel qui était sympa parce que c'était une personne plus âgée, comme tous les bénévoles de l'aide alimentaire qui venaient faire du partage d'expérience. Mais ils ont assez tôt quand même switché sur un mode de mettre en capacité une bénéficiaire étudiante étrangère, je crois d'ailleurs, qui voulait partager des choses parce que tout le monde ne se rend pas compte de la complexité de cuisiner dans une CTU, enfin voilà, avec des réalités matérielles assez différentes. Et a priori, ça a plutôt bien marché. Alors, c'était très personnodépendant, donc quand elle est partie, ça a été compliqué de relancer quelque chose, mais moi, les retours qui m'avaient été faits, c'est que ça avait plutôt marché. Enfin voilà, c'est une idée que je mets comme ça, sans que ce soit très
précis dans votre cas. Mais je pense que vous aviez déjà eu l'idée aussi. Est-ce qu'il y a comme ça d'autres a priori ou d'autres... Bah, enfin, nous, dans ce qu'on a identifié aussi comme complexe, c'est le milieu rural, quoi. Et la nécessaire mobilité que ça implique de bien s'alimenter. Alors, il y a différentes étapes dans le mieux manger et on va pas, pour le public en précarité, viser tout de suite l'alimentation, le bien manger haut de gamme, on va dire, qui implique de se déplacer quand même pas mal pour avoir accès aux produits, mais quand même, la mobilité, ça reste un frein qui est compliqué à gérer, au-delà des approches, etc., dont on vient de parler, c'est compliqué quand on est dans l'état d'esprit, dans ces problématiques. On organise assez facilement des groupements d'achat, un tel qui va chercher pour tout le monde, tout ça, mais enfin, ça, c'est dans une version idéale de ce qui est le bien manger pour tous, quoi. Enfin, voilà, et donc, c'est quelles astuces on arrive à mettre en place pour lever ça, quoi. Enfin, voilà, et donc il y a ça, et puis il y a aussi quand même la question économique. Voilà, à Langres, on a un biomonde, mais on va pas aller donner la carte du biomonde à nos bénéficiaires et pour nous rimonner, quoi. Enfin, il y a juste titre. Donc voilà, enfin, il y a toutes ces choses-là, au-delà des beaux discours, bon, il y a quand même un certain nombre de choses à lever pour que ça fonctionne, quoi. Et même quand on a compris comment cuisiner un céleri, et ben voilà, quoi, faut y avoir accès. C'est bien noté. Alors, je ne sais pas si... parce que c'est pour mettre en contexte, hein, c'est un sujet, je pense, auquel beaucoup de gens se cassent un peu les dents. Hein. Effectivement, la projection de bonnes intentions et la concrétisation. Je pense que là, vu le peu de retour, on va passer assez vite à Sophie qui peut aussi... Je pense voilà, il y a des pistes de solutions. Il y a aussi, à mon avis, des problématiques qui sont communes. Tu vas nous le dire, Sophie. Peut-être aussi des réalités que vous avez du mal à dépasser. Je ne sais pas. Dans tous les cas, je pense que ça peut inspirer. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions, Sophie, tu veux passer dans le partage d'expérience ou la réaction à chaud, un petit peu, comme tu le sens? Alors, du coup, j'ai noté des choses un petit peu sur ce qui a été dit, donc je vais essayer d'y revenir après, mais je voudrais d'abord quand même commencer par vous présenter le contexte du projet où on travaille en Terre de Lorraine, pour que ce soit peut-être plus facile de faire les liens après. Du coup, la présentation que j'utilise d'habitude, en fait, c'est d'expliquer que c'est un projet donc, qui est sur le territoire Terre de Lorraine, qui s'est appelé au début « Se nourrir quand on est pauvre », du titre de l'étude d'ATD Carmonde qui a eu lieu. C'est une étude qui prend en compte une dizaine d'années d'entretien avec les personnes, entre les personnes en situation de précarité, sur la question de l'accès à l'alimentation et de la précarité alimentaire. Donc, dans ce document, qui reprend en fait vraiment ce que les personnes ont dit, au fur et à mesure des entretiens, des groupes de discussion, les personnes arrivent à passer un petit peu dépasser juste l'explication de ce qu'elles vivent pour arriver à des propositions. Et ces propositions, en fait, elles ont intéressé les élus et des professionnels, des bénévoles du Pays Terre de Lorraine au moment de la création du PAT Sud 54. Et merci pour la référence du document, oui. Et donc, c'est vraiment à la fois une décision des élus de dire oui, on veut qu'il y ait un travail sur cette question-là d'accès à une alimentation de qualité pour tous
sur le territoire, et le fait qu'il y ait des professionnels, CCAS, Maison des Solidarités, et puis des bénévoles associatifs, à la fois caritatifs et éducation populaire. Voilà, des personnes ancrées localement qui ont décidé de travailler ensemble et de travailler avec les personnes en précarité, qui est vraiment une place spécifique, et que la participation des personnes soit vraiment le centre de tout ce qui se fait. Donc, ce qui a été créé au départ de ce collectif-là, c'est une charte qui explique qu'est-ce que ça veut dire l'accès à l'alimentation de manière digne et durable, qu'est-ce que ça veut dire la participation. Et c'est un peu ces rails-là qui donnent le cadre de tout ce qui a été fait suite à ça. Et donc, c'est vraiment une charte éthique. Et ce n'est pas forcément tout le monde qui adhère à cette vision des choses, qui est très, très inspirée de la méthode ATD Quart-Monde, en quelque sorte, de dire il faut partir des personnes, c'est ce que les personnes disent qui est important, qui n'est pas forcément facile à entendre, et qui n'est pas forcément facile à mettre en œuvre aussi avec les moyens dont on dispose. Pour tout le monde, la charte, en fait, elle est destinée à tout le monde, tous les participants aux actions sont priés de signer la charte pour indiquer qu'ils sont d'accord avec l'éthique qui est portée là-dedans. Et elle est aussi destinée vraiment aux élus, dans le sens de cette... Il y a une portée, tout à l'heure on parlait aussi en plaine des Vosges, de sensibiliser les élus sur la question de l'accès à l'alimentation. C'est vraiment un des axes qui est important aussi dans le travail, de dire c'est porté par le Pays Terre de Lorraine, aussi pour que ça puisse être vraiment diffusé dans notre milieu rural, dans nos 150 communes, autant que possible, à travers les élus. Je ne vous cache pas que c'est très compliqué. Du coup, ce groupe-là s'est constitué en collectif plus ou moins informel. Ça a été animé par le Pays Terre de Lorraine et ATD Quart-Monde. Et au bout d'un moment, il y a des actions qui ont commencé à se mettre en place. Les premières actions, ça a été, les choses vraiment concrètes, ça a été des jardins nourriciers et des achats groupés qui ont permis de commencer à se dire, voilà, on travaille sur l'accès à l'alimentation, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, où on veut aller, et de quels moyens on a besoin pour y aller ensemble. Et donc, actuellement, on présente la démarche avec 6 stations sur cette petite image des rails et des gares sur les rails. Donc, on a une station jardin nourricier qui, en fait, est ce constat-là de dire si on veut se nourrir, on peut produire sa propre nourriture. Donc, c'est une belle idée. Ça demande beaucoup d'investissement et ce n'est pas pour tout le monde. Ça demande que les personnes aient envie et des compétences, ou aient envie d'apprendre à ce que ce soit possible. Ça demande aussi pas mal d'investissements financiers. On n'en parle pas toujours beaucoup, mais ça fait partie. Et donc, on a cette partie sur les jardins nourriciers. On a une partie sur ce qu'on appelle sur les mots des personnes, pour continuer tout ce travail d'écoute des personnes qui a été fait par ATD Quart-Monde au début. C'est continuer alors de plusieurs manières, et il y a eu cette manière de dire on veut que les personnes puissent parler, que leurs paroles soient portées, et que ce soit dans un cadre de lutte contre la stigmatisation autour de ces questions-là. Et donc, notre projet phare sur cette question, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Les mots de la faim. Et je vous en reparle parce que ça a été joué en octobre sur Terre de Lorraine, mais ça va être joué à nouveau à partir de la fin du mois de mars sur Terre de Lorraine à nouveau, et puis sur un peu le département 54 aussi. Du coup, je vous ferai passer les dates par Charles. Si vous avez l'occasion de voir ça,
C'est vraiment quelque chose qui est fort. Les gens qui ont vu cette pièce-là nous ont tous dit que c'était très... il y a le côté émotionnel vraiment de se rendre compte de ce que c'est la précarité et de voir en fait un texte qui a été écrit sur la parole des personnes, de la situation de précarité alimentaire et qui est joué par ces personnes-là aussi, qui ont appris à être acteurs pour ça. Et du coup, je vous mets déjà, parce que je l'ai sous la main, dans le chat, la petite vidéo de reportage qui a été faite autour du projet. Donc, vous pourrez avoir une bonne idée de ce que c'est en la regardant. Je me permets juste, on a perdu Cécile ou c'est moi? Peut-être couper, mais je me On permets. va revenir. Oui, 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 sinon je l'appelle, mais c'est vrai que... Il peut y avoir un problème. Oui. Ça vous ennuie si on fait une petite pause de quelques secondes? C'est juste pour pas qu'elle rate trop d'infos, Ok. même si les autres membres du groupe sont là, je sais pas, mais... Une petite question sur cette pièce de théâtre, elle était montée par qui? Alors, par le Théâtre de Cristal, D'accord. Ouais, si vous connaissez, ils ont l'habitude un Oui. petit peu de travailler sur ces projets-là avec les personnes. Donc, c'est eux qui ont assuré les entretiens avec les personnes et puis le fait de coacher tout ce groupe d'acteurs débutants qui s'est rencontré nécessairement au début, juste avant les premiers confinements, qui a dû répéter par téléphone dans des conditions vraiment compliquées, mais donc qui ont tenu le coup pour monter leur pièce dans ces 2 ans de travail. En plus, je trouve que ça fait un petit peu écho. Il me semble que le Théâtre de Cristal, en termes d'acteurs ou de gens qui font intervenir, ça fait un peu écho au public que peut toucher la Ligue sur certains des projets qu'a cité Cécile, non? Il y a pas des personnes en situation psychosociale un peu compliquée, Sophie, au Théâtre de Cristal, ou je me trompe? Du coup, dans notre projet des mots de la fin, on a travaillé beaucoup avec un foyer. Et donc, parmi les acteurs, il y a un animateur de ce foyer et qui accompagne 3 personnes, 4, une qui va pas continuer pour la suite du projet. Donc, ils ont un peu refait la répartition des rôles. Et donc, c'est vraiment des personnes aussi pour qui c'est super dur d'avoir un projet qui est comme ça sur la durée, qui demande un énorme investissement, clairement des problèmes d'alcool et de drogue qui sont compliqués à gérer au quotidien sur ce projet-là pour l'animateur dans l'encadrement de l'accompagnement des 3-4 personnes qui sont de ce foyer. D'accord. Merci. J'ai essayé d'appeler Cécile aussi. Je te propose de continuer. Je lui envoie un petit SMS et puis Dominique et Patricia pourraient, On rapportera. en plus de mes notes, voilà. J'avais une question concernant la pièce de théâtre. Sophie, vous disiez que ça a duré 2 ans, c'est ça? Donc 2 ans, ça comprenait la conception, la réalisation, l'écriture ça va de l'écriture jusqu'à la représentation? Des premiers entretiens jusqu'à la première réalisation. Après, ça a été vraiment le programme a été mis à mal par la situation sanitaire. C'était prévu pour être un peu plus rapide que ça. Logiquement, une année, ça aurait été pas mal. Et ils se rencontraient à quelle fréquence? Alors, 1 fois par semaine, des répétitions 1 fois par semaine. Donc, ça a commencé vraiment par apprendre à parler, apprendre des choses vraiment très basiques du théâtre. Moi, je ne connais pas trop le théâtre, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et en fait, le texte a été écrit un peu au fur et à mesure selon les personnes qui étaient là, qui sont dits volontaires pour faire partie du groupe d'acteurs. Parce qu'au début, il y avait un peu moins d'une vingtaine de personnes qui étaient plus ou moins intéressées. Puis finalement, c'est seulement 12 personnes qui sont restées sur la durée. Donc, ça a été aussi, le texte a été un peu écrit en même temps que le groupe s'est constitué pour que ça colle vraiment au groupe.
Donc 12 personnes actrices, toutes actrices, les 12. Oui. Et c'est elles qui ont, comment dire, qui est-ce qui au final a rédigé les dialogues? Alors le texte, il a été écrit par un auteur professionnel du coup de théâtre. Il l'a écrit avec les entretiens des personnes et et en regardant le groupe, en fait, en faisant correspondre au groupe d'acteurs par rapport à ces entretiens, ce qui pouvait passer, en faisant une histoire aussi, ce qui permet vraiment, une histoire, il y a un fil directeur dans la pièce qui permet aussi aux personnes en fait de prendre plus de recul par rapport à ça, parce que c'est hyper compliqué de jouer son propre rôle sur scène, surtout des questions, c'est vraiment très c'est hyper difficile. Et du coup, le fait que ce soit écrit d'une manière où il y a des jeux de mots, mais c'est souvent des jeux de mots que les personnes ont elles-mêmes fait en fait dans les entretiens. En tout cas, quand on regarde le spectacle, ça fait rire et en même temps, on se rend compte de toute la lourdeur de ce qui est décrit dans les situations. On a retrouvé Cécile, normalement. Oui, on est là. Notre connexion est instable. Wow, super. Donc oui, juste pour recontextualiser, il y a eu un petit focus donc pour vous faire part ou en replay, Patricia et Dominique sur la pièce de théâtre Les mots de la fin qui a été montée, qui était un des sujets, et puis d'éducation populaire autour de l'alimentation. Sophie, je te laisse la main. Okay. Donc, je passe à la suite. On a une station sur l'urgence de l'accès à l'aide alimentaire. C'est important, ça reste important dans notre projet, même si l'idée de notre démarche, donc, qui s'appelle maintenant de la dignité dans les assiettes, c'est vraiment de dire il faut qu'il y ait une possibilité d'avoir des passerelles au-delà de l'aide alimentaire, au-delà du don alimentaire. Et en même temps, tout le monde reconnaît parfaitement que c'est une nécessité, quoi. C'est comme ça qu'on fonctionne actuellement. Et du coup, par contre, il y a des choses qui peuvent être améliorées dans l'accès à l'aide alimentaire, notamment la question de la qualité des produits et de la complexité de l'accès administratif à cette aide alimentaire. Et donc, il y a un groupe de travail qui a commencé à travailler là-dessus, notamment sur la coordination entre les différents lieux d'aide alimentaire sur une partie de notre territoire qui est le Toulois. Ça, c'est peut-être moins pertinent dans la discussion, hein, mais ça fait partie. Et on a encore une station qui est un observatoire qu'on a constitué depuis presque un an et demi maintenant, pour pouvoir aussi avancer sur l'analyse de ce qui se passe sur le territoire et l'analyse des indicateurs qu'on utilise aussi pour, notamment en regard de notre charte qui explique vraiment le côté éthique de tout ça, mais comment finalement on peut l'analyser, le mettre en chiffres pour que ce soit visible, notamment des élus et puis des financeurs aussi dont on a besoin pour ces projets-là. On a une station qui est très importante qu'on appelle les labos CAP. Le CAP, c'est l'acronyme qu'on utilise pour constat, analyse et proposition. C'est vraiment essentiel dans toute la méthode parce que c'est ça qui garantit vraiment l'aspect démocratie alimentaire. C'est des groupes qui sont constitués localement entre différentes personnes qui se cooptent un peu dans les groupes pour que les gens aient vraiment envie de faire partie ensemble de chaque groupe local et qui se retrouvent régulièrement aussi pour des laboratoires plus thématiques où les gens se retrouvent ensemble. Et donc, c'est la partie où les personnes s'expriment. Et comme c'est quelque chose qui existe avec des personnes qui ont déjà l'habitude de cet endroit-là, c'est là où les personnes peuvent vraiment faire remonter leur avis, leur expérience sur les actions qui sont menées dans le projet, que ce soit ce qui est fait directement dans le projet ou ce qui est fait par ailleurs sur le territoire. Et donc, c'est vraiment ce qui permet de tout recentrer sur les personnes, leur participation
Et donc, c'est cette station-là qui permet de garantir qu'on a vraiment la participation et la vie des personnes aussi. Et donc, finalement, et c'est la partie qui est peut-être la plus intéressante, on verra, c'est notre groupement d'acheteurs pour un achat collectif emplettes et cagettes qui existe donc depuis... Maintenant, on l'a relancé depuis 5 mois. Il a existé l'année dernière pendant 6 mois, un peu en intermittence entre les différents confinements aussi, mais aussi parce qu'on a vraiment prendre je réponds juste à la question, les LaboCap, c'est des publics spécifiques, ouais, c'est des publics de personnes en précarité qui ne sont pas nécessairement, on n'a pas de contrôle à l'entrée, en fait, c'est juste des personnes où on sait qu'ils ont une vie compliquée, et puis souvent ils reviennent aussi avec des voisins qui ont aussi une vie un peu compliquée. Et donc c'est ces personnes-là qui sont quelque part le public cible de toute la démarche aussi. Je posais la question parce que c'est vrai que des fois la parole peut être confisquée, alors comme c'était un sujet, voilà. Merci. Et on a aussi vraiment ça avait été dit tout à l'heure, mais le partenariat avec toutes les structures, les maisons des solidarités, CCAS, les associations d'éducation populaire ou caritatives qui ont le contact avec les personnes, c'est ces partenariats-là qui nous permettent d'être vraiment d'avoir les bonnes personnes en face aussi. C'est eux qui accompagnent et qui peuvent proposer aussi aux personnes de participer à tout ça. Et on a vu aussi que c'est un travail... donc moi, je suis arrivée sur le poste il y a 2 ans et ça a été vraiment une grosse partie de mon travail sur cette création de poste d'affermir les liens avec toutes ces structures-là et de donner aux assistantes sociales ou CESF les billes un peu pour bien parler des projets et d'en parler aussi aux bonnes personnes. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est très important aussi chez nous. Et donc, sur notre groupement d'achat, c'était vraiment partie de l'idée de dire, oui, on est en milieu rural, il y a un problème de mobilité. On parle d'accès à l'alimentation de qualité locale, mais pour les gens, c'est impossible parce qu'ils vont pas aller dans plusieurs lieux pour les acheter, les tarifs sont trop chers, ils peuvent avoir des autres produits moins chers. Et donc, on travaille vraiment aussi sur un équilibre, en fait, entre l'accès à des produits qui soient de qualité, mais accessibles économiquement. Et quelque chose qui vraiment m'a réjoui dans le fonctionnement de ce projet-là, c'est quand les personnes commencent à dire ah oui, on voit que cet aliment-là qu'on achète un peu plus cher que ce qu'on aurait acheté à Lidl, on est content de l'avoir acheté parce que c'est de meilleure qualité, du coup il faut en manger moins pour être nourri autant. Et donc ça s'arrête là. Après, sans avoir fait des études de nutrition non plus, les répercussions sur la santé, elles sont certainement intéressantes en fait d'avoir accès à ces aliments-là qui sont locaux et que je suppose qu'ils sont de très bonne qualité nutritionnelle, ont des effets bénéfiques sur la santé après. Le groupement d'achat, il est sur des légumes, ou tout produit alimentaire? On est parti sur l'idée d'avoir tous les produits alimentaires qui sont, on les appelait produits alimentaires élémentaires. On ne va pas jusqu'aux produits frais, qui nécessitent une chaîne du froid, parce qu'on n'a pas les moyens de faire cette chaîne du froid actuellement. Donc, pour vous donner un exemple, on a des pommes de terre. C'est un hit de l'achat. On a des carottes, des oignons, on a eu des courges, on a des pommes, et puis des lentilles, de la farine, du riz, de la semoule. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des principaux produits. Et c'est les personnes vraiment qui ont dit voilà ce dont... et on a justement réussi à avoir des protéines avec des œufs et du lait. Et ça, c'est chouette vraiment d'avoir eu cet accès-là aussi, d'autant qu'on l'a eu avec une coopération avec la Chambre d'agriculture qui gère le réseau, les négociations un peu pour la restauration collective.
et qui a mis ce réseau restauration collective à disposition de la Banque alimentaire l'année dernière dans le cadre des financements qu'il y a eu pour acheter des produits locaux. Je ne pense pas que ce soit pérenne, mais en tout cas, ça a existé. Donc, ça a lancé un peu cette possibilité-là. Et donc, on a pu en fait utiliser ce schéma-là en fait, pour avoir accès à des tarifs et des fournisseurs, en particulier les œufs, les pommes de terre et le lait pour nous, qui sont des tarifs restauration collective ou qui ont été discutés avec les producteurs dans le cadre de l'accès à des personnes en précarité à ces produits-là. Et donc qui sont vraiment des produits à tarifs très intéressants pour les gens. Les autres produits qu'on a, c'est des producteurs qui sont plus locaux et qui ont décidé que c'était un engagement social pour eux de participer à ça, et donc qui font leurs produits à des tarifs moins chers. On a aussi 1 ou 2 producteurs qui ne veulent pas baisser ses tarifs et donc qui proposent toujours chez ces produits des pommes à un tarif un peu plus cher, mais c'est... Bon, ça reste des produits de qualité locaux, donc pour l'instant, ça fonctionne à peu près. Sur l'achat groupé, donc on a fait vraiment une expérimentation il y a 1 an sur 6 mois où ça n'a pas décollé. On n'arrivait pas à décoller en volume et en participation. Et c'est sur cette expérience-là qu'on a pu retravailler la liste des produits et les enjeux justement entre la qualité, le prix, la transportabilité, le fait de créer des têtes de réseau un petit peu aux différents lieux, puisqu'on a une centralisation un peu sur Toul, et on a donc un groupe qui est un peu constitué sur Toul, et puis après dans d'autres parties du Pays Terre de Lorraine, et aussi sur Nancy, à cause de liens qui existent entre les groupes historiquement. Et donc avec tout ça, ça fait du transport. Et donc ce qui se passe, c'est que les gens achètent les produits 1 fois par mois sur un bon de commande au prix où les producteurs les vendent. Et l'association recherche des financements, notamment pour payer les transports de tout ça en plus. Et donc, c'est notre manière de dire, voilà, on est en milieu rural, on a la problématique de l'accès à l'alimentation. Cet accès, il est aussi géographique et de mobilité, et on ne peut pas le négliger et juste mettre ça de côté, quoi. Donc, c'était une partie importante de ce qu'on fait. Et donc, il y a aussi une forte interaction entre ces groupes-là et les retours d'expérience qui ont lieu à travers les labocap, justement pour continuer à dire, voilà, tel produit, ça nous a posé question parce que la qualité n'était pas assez bonne, ou finalement, j'ai trouvé un autre produit, il est moins cher, on pourrait essayer d'avoir ce producteur-là, ou des gens qui nous ont dit, nous, on connaît un producteur de produits d'agrumes qui viennent d'Espagne, et on voudrait pouvoir les avoir parce que finalement, ce n'est pas trop cher, et si on les achète ensemble, ils peuvent nous baisser un peu le prix. Et donc, c'est tous ces produits-là en fait, qui constituent le groupement d'achat, et c'est le groupement d'acheteurs qui est le plus important dans tout ça, en fait. Et donc, c'est un travail d'animation et de mobilisation de ce groupe-là qui est assez important. Et moi, sur mon temps de travail du Pays Terre de Lorraine, actuellement, donc sur les 5 derniers mois, vu l'ampleur que ça a pris, je passe pratiquement à un mi-temps entre les labocap et la gestion d'emplettes et cagettes. Et en dehors de ça, il y a un conseil d'administration qui est pas mal actif, et il y a on a compté 25 jours de bénévolat par mois pour les préparations des commandes. Donc, c'est en 2 jours, il y a un groupe de 10-15 personnes à chaque fois qui vient sur 2 jours. Et donc, voilà, entre cet investissement-là et le reste, c'est un peu énorme. On est parti avec 0 moyen, et puis là, on cherche vraiment à assurer le financement aussi, parce que ça prend un financement important. Et c'est... d'après ce que les personnes nous ont dit, et le fait qu'elles continuent d'acheter aussi, avec un volume qui reste stable depuis le redémarrage il y a 5 mois, qui est plutôt en augmentation, on pense que ça a vraiment un impact positif, quoi, sur les personnes. Donc, ce qui était important pour elles, c'était de savoir qu'elles ont le choix de ce qu'elles achètent au prix où c'est vendu, et donc c'est le prix juste payé par le producteur. Après,
Actuellement, on en revient un petit peu parce qu'il y a des personnes qui nous ont dit quand même, bon, payer le vrai prix, c'est bien, on a été content de le faire, mais des fois, on a quand même des mois plus difficiles que d'autres et on aimerait bien avoir aussi des produits gratuits si c'est possible. Donc, c'est pas un truc tout en noir et blanc, quoi. Il y a vraiment des questions qui se posent, au fur et à mesure. Et ça tient compte vraiment de la réalité du quotidien des gens qui l'utilisent. Il y a une association qui gère en pleine tes cagettes. Voilà, c'est une association. Ah oui, Une association qui a un conseil d'administration, une présidente hyper investie et beaucoup de bénévoles. d'accord. Et en termes justement d'investissement, d'investissement en temps, est-ce que c'est les personnes qui sont en situation de précarité qui ont peut-être, enfin, j'imagine que tu rencontres les mêmes problématiques de gens qui ont peut-être d'autres préoccupations que l'alimentation en numéro un. Est-ce Oui. que les gens s'investissent ou c'est plutôt des gens qui sont peut-être un peu mieux lotis, qui donnent du temps et puis Alors, je dirais qu'à ma connaissance, on n'a pas de personnes qui sont en très grande précarité. Moi, je vais dans les gradations un peu. On a des personnes qui sont dans des situations difficiles et qui sont là, pas là, en pointillé. Et d'autres qui ont été dans des situations difficiles et qui en sont plus ou moins sortis maintenant et qui sont beaucoup plus stables dans leur temps de bénévolat. Donc ça, on le voit bien. Il y a aussi un appui de personnes qui sont des retraités volontaires qui ont un peu le vécu de l'accompagnement de la précarité et qui sont très, très importantes aussi pour ce fonctionnement-là, comme d'autres assos aussi. Sur l'accessibilité pour les personnes, on voit aussi qu'il y a des personnes qui achètent pendant un mois, après elles n'achètent pas pendant 2 mois, elles reviennent le mois d'après. Donc on voit bien qu'il y a des questions économiques qui sont pas gérées avec ça. Mais bon, en tout cas, au moins le mois où elles ont un peu plus d'argent, elles ont pu acheter des produits dont moi je pense que la qualité leur apporte une différence nutritionnellement et un peu dans la quantité, dans la diversité aussi peut-être de ce qu'elles auraient pu acheter autrement. Et du coup, Sophie, l'accès aux produits est conditionné par des critères? Pas du tout. On demande aux personnes d'adhérer en signant en partie. Du coup, adhérer, c'est signer la charte de la démarche en général et avec une adhésion qui est de 1 € par famille par année. On demande aux personnes qui ont les moyens d'adhérer pour plus que ça, selon ce qu'elles peuvent. Et on demande aux personnes en fait de cocher une case qu'on a appelée j'ai du mal à remplir mon frigo, juste pour signaler qu'elles sont dans des situations un peu difficiles. Et ça, en théorie, ça sert uniquement dans le cas où quand on a passé une commande, finalement, le producteur ne peut pas fournir autant de produits que ce qui a été commandé. Et donc, ces personnes-là seraient prioritaires sur les autres. Ça fait partie de l'idée de dire qu'on ne fait pas de contrôle. Après, justement, c'est parfois plus délicat par rapport aux financeurs de dire mais oui, mais on est sûr qu'on travaille vraiment avec les bonnes personnes, même si on ne peut pas vous le prouver. Et le groupement d'achat, il est centralisé sur Toul ou il y a une déconcentration par rapport à l'accessibilité au transport que Oui. tu soulevais tout à l'heure? Oui, il y a en fait, on a une base de travail sur Toul avec le centre socioculturel qui nous prête les locaux où on fait le travail de préparation des commandes pendant 2 jours et demi par semaine. Et puis après, ces commandes, elles sont livrées dans différents endroits, donc de Terre de Lorraine et de Nancy. Et c'est aussi ces livraisons-là, ou le fait d'aller chercher des produits aussi qui demandent pas mal d'argent en fait, pour faire fonctionner ça. Et comment vous communiquez sur cette opération? Est-ce que vous faites une communication dans laquelle n'apparaît pas du tout le volet aide, enfin accessibilité, ou bien est-ce que c'est un élément de com que vous mettez en avant? Alors,
C'est une question que je me pose actuellement parce qu'on est vraiment, je pense qu'on est dans un moment un peu charnière sur il y a plus de personnes qui ont adhéré les 2-3 mois derniers. C'est possible qu'il y en ait encore plus. Ce qui est important, c'est que finalement, quelqu'un sache qui est la personne qui adhère. C'est pas moi en tant que coordinatrice fonctionnelle qui ai besoin de savoir exactement qui sont telles personnes qui adhèrent. Par contre, j'ai besoin de savoir par où ils sont venus et d'être sûre et justement, si je sais par où elles sont venues, je sais que c'est des personnes qui fréquentent le centre socioculturel, qui ont été dirigées par la Maison des Solidarités ou qui sont dans telle association qui a un jardin nourricier. Je sais qu'elles ont qu'elles font partie du public cible et qu'il n'y a pas d'abus sur la situation. C'est important parce que dans les prix et les produits qu'on a, on a ces producteurs locaux autour de nous qui nous ont dit on veut bien vous donner, vous mettre à disposition, vous vendre des produits beaucoup moins chers que ce qu'on vend ailleurs pour que ces personnes y aient accès. Et donc, ces producteurs, ils vendent aussi dans tous les marchés de Toul et autour de Toul. Et donc, si on leur pourrit leur marché en vendant moins cher ailleurs, ça ne va pas durer. Donc, ça, c'est important. Et du coup, la communication, elle est vraiment à travers les partenaires. C'est toujours les maisons des solidarités qui mobilisent autour d'eux. Et puis après, une fois qu'une personne le sait, elle en parle à son voisin et puis elle a 3 voisins qui adhèrent. Mais ça se passe comme ça pour le moment. Il y a des CCAS, plusieurs CCAS qui nous ont demandé d'être en contact avec eux pour parler de ça. On ne sait pas trop encore de quelle manière le présenter pour qu'ils gardent bien ça en main, en fait, qu'ils soient vraiment impliqués et pas seulement de dire on va faire passer l'information dans le journal de la commune. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mettre l'information à disposition libre sur le journal de la commune. Après, on a une page Facebook qui est actuellement animée par un service civique qu'on a pour l'association, où il y a énormément de passages. Je ne sais pas à quel point c'est bien qu'il y ait cette grande communication aussi. Donc, pour l'instant, on fait ça. Pour moi, c'est à la fois une question et un peu un élément de réponse, mais je trouve que c'est intéressant parce que le projet, quand il a commencé à se lancer, reprenait un peu le nom du rapport ATD Carmonde, se nourrir lorsqu'on est pauvre. Tu me dis si je dis une bêtise, hein, Sophie. Oui. Et il y a quand même eu ce switch à un moment de reprendre un peu le nom et de l'appeler la dignité dans les assiettes, ouais. Ce qui est quand même un petit peu plus positif. Est-ce que toi, tu vois une autre évolution ou une autre façon encore de présenter le projet? Est-ce que là-dessus, vous avez retravaillé il y a des choses que vous avez adoucies, des expressions que vous utilisiez, que vous n'utilisez plus parce que vous êtes rendu compte que par rapport au public, ça pouvait brusquer? C'est question un peu ouverte. Alors, ouais, les mots qui sont revenus plusieurs fois dans la discussion, c'est pauvreté. Déjà, voilà. La question de passer sur précarité, elle n'est pas bien non plus, hein, donc on essaye de ne pas trop l'utiliser non plus. Bénéficiaire, c'est pas du tout un mot qui est bien vécu par les personnes qui ont des mauvaises expériences de justement pouvoir ou ne pas pouvoir être bénéficiaire de telle ou telle action, notamment. Ouais, globalement, c'est ça un peu les mots qui clashent un petit peu. Et du coup, vous utilisez quoi à l'heure actuelle? C'est des adhérents, c'est des adhérents. Pour Emplettes et Cagettes, ça qui fonctionne bien, c'est des personnes qui ont signé la charte, qui achètent leurs produits, qui sont adhérents. Et tout ce projet, il a combien d'années derrière lui, là? Là, donc c'est un achat mensuel et quand on a recommencé la fin de l'année dernière, ça fait 5 mois maintenant qu'on a on a un peu les volumes, les chiffres que j'ai, c'est ces chiffres-là des 5 mois. Il a fonctionné 6 mois en 2020, entre juin et décembre, mais avec c'est vraiment ce premier fonctionnement qui a permis de donner un peu l'analyse et les méthodes à mettre en œuvre pour avoir un meilleur partenariat avec les personnes, aussi pour faire voir que ça fonctionne
et que les partenaires puissent avoir la certitude qu'ils peuvent en parler aux personnes qu'ils accompagnent, puisqu'on voit que ça fonctionne aussi. Ouais, et ma question, c'était globalement, je ne sais pas de quand date le rapport d'ATD Caron de la se nourrir quand on est pauvre, mais cette action, elle a plus de 3-4 ans. C'est ça, ouais. Le rapport, c'est 2017, c'est le début du Ah PAT oui, Sud 54 aussi, donc c'est ça, cette période de 5 ans là maintenant. d'accord. Et du coup, sur les labos CAP, Sophie, moi, je suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Dans les labos CAP, en fait, vous avez plusieurs groupes de travail qui correspondent à des problématiques et qui sont traités par des habitants ou des adhérents, etc. C'est ça? C'est des En fait, groupes de réflexion? c'est plutôt ça part du groupe d'habitants, du groupe de personnes qui se connaissent, qui est un peu, qui a déjà fait des choses ensemble. On a différentes situations. Par exemple, on a un groupe qui est les personnes qui vont au centre socioculturel ou qui dans telle association Franca ou autre, ou des personnes qui ont déjà qui se connaissent et qui ont mutualisé des choses pour aller faire des achats ensemble ou faire leur jardin ensemble, ou l'association d'un jardin nourricier. Donc ça constitue les petits groupes qui existent. Et donc le travail, en fait, c'est d'aller dans ces groupes, leur dire bah, ce jour-là, on se réunit, ou qui nous demandent de venir se réunir tel jour. Et soit de centrer sur un sujet, soit de refaire le tour de tout ce qui se passe sur la démarche ou tout ce qui se passe sur l'accès à l'alimentation pour eux localement. Et de les écouter, en fait, de faire poser les constats, d'aller jusqu'à l'analyse et puis de les accompagner pour aller jusqu'à poser des propositions là-dessus. Et donc, en plus de ça, on fait aussi des labos plus thématiques. On invite toutes les personnes qui sont disponibles tel jour pour vraiment une journée de travail sur une thématique. Actuellement, on répond à la question du CNA sur l'accès à l'alimentation, qui est donc un peu général pour nous, mais donc on a prévu 3 journées de travail. On fait la dernière lundi prochain pour répondre à cette question et apporter vraiment la parole des personnes au CNA pour ça. Est-ce que sur la question des labos, est-ce que par exemple, la façon dont tu le présentes, moi j'ai l'impression que c'est un peu une façon de positionner des gens qui seraient, que ce soit sur les jardins ou autres, plutôt en mode consommateur d'activité ou d'un service, et du coup de les mettre plus en position d'acteurs, c'est ça? Oui. De... C'est la partie en fait qui dit on veut que la gouvernance de cette démarche d'unité dans les assiettes, elle intègre concrètement la participation des personnes en précarité. Et c'est notre moyen pour faire ça, en fait, pour être sûr qu'ils aient un moment où ils puissent dire bah voilà, ce qu'on a fait dans cette action, ce que j'en ai pensé, comment je l'ai vécu, et si possible, qu'est-ce que j'en propose pour améliorer les choses. Tu as parlé tout à l'heure, Sophie, des associations caritatives et des DUCPOP. Est-ce qu'elles sont placées en situation de face-à-face pédagogique parfois avec les publics ou ils sont partie prenante du projet sur du réseau, du soutien, etc. Alors, ça dépend. Les associations d'aide alimentaire, notamment, elles sont surbookées, elles ont leur fonctionnement propre, elles ont du mal à faire changer les fonctionnements parce que c'est des choses nationales. On travaille avec ceux avec qui on peut. On travaille souvent avec des personnes qui sont aussi bénévoles dans ces assos-là, mais qui veulent participer à d'autres actions pour avoir plus de travail sur la participation des personnes et d'actions concrètes pour sortir de la précarité alimentaire si possible aussi. Notamment des personnes du secours populaire qui sont très engagées dans la question avec une association de jardins nourriciers à Neuve-Maisons et qui sont vraiment des piliers de ce projet-là. Et les Francas, par exemple, que tu as cités? On a des Francas donc, qui ont été très, très moteurs pour mobiliser des personnes à un achat groupé
avant le départ d'une des animatrices. Donc, c'est vraiment lié à la personne qui était là, quoi. Et puis, le temps de se restructurer. Je pense que maintenant, on va y arriver pas trop mal. Mais on devrait pouvoir retrouver le contact avec eux, mais ça a mis un bon 2 ans de hiatus avec eux, quoi. On a un groupe de Franca sur Nancy aussi, qui est très, très actif dans les achats groupés. Il y a une question d'Esther dans le chat. Comment les propositions des LaboCap sont ensuite remontées au pays? Sont-elles présentées telles quelles aux élus et techniciens? Alors, on a fait une expérience en fin d'année dernière d'avoir un LaboCap avec quelques élus, donc où ils ont pu écouter vraiment les propositions qui avaient été travaillées au cours de l'année et être confrontés à ça en présence des personnes aussi dans la même salle. Et c'est aussi... ça a plus ou moins bien marché, quoi. Au moins, on sait qu'ils ont entendu ce qui a été dit. Après, le temps politique, il est très différent, quoi. À la fois, il y a des moments où ils peuvent se dire on va faire ça, on le fait, dans 3 semaines, c'est plié. Et je pense que le plus souvent, c'est plus on a entendu et on va y réfléchir. Il y a des propositions, en fait, qui sont... la plupart des propositions, elles sont pas des changements politiques et structurels importants, en fait, parce que les personnes, je pense qu'elles n'ont pas l'espoir que ça puisse se changer au niveau structurel, déjà, d'après leur expérience. Et la plupart des propositions, elles sont très, très concrètes et elles peuvent être répondues, en fait, au niveau, justement, après d'associations ou à l'intérieur des groupes plus localement. Je permets de réagir. Je trouve que c'est intéressant par rapport à la réflexion que donnait Arsène de mise en lien des élus avec la banque alimentaire pour essayer de les sensibiliser. Il y a toujours, je trouve que c'est ce qui je trouve intéressant dans votre aussi démarche, c'est qu'il y a toujours souvent un échelon intermédiaire entre l'élu et les personnes en situation de précarité. Et là, je trouve qu'il est un peu plus direct. Enfin, c'est presque circuit court, quoi. C'est la personne qui fait remonter ses besoins. Alors, c'est pris en compte ou pas, mais je trouve que c'est pas inintéressant. Et alors, sans que ce soit forcément conclusif, mais si on devait te poser, si je devais te poser la question qui avait été formulée au début un peu par Cécile, comment on arrive à amener ces publics qui ont d'autres préoccupations sans les heurter, sans être maladroits, tout en mettant les enjeux sur la table. Qu'est-ce que tu répondrais? Moi, je pense que ce qu'on a vu, en fait, avec vraiment le fait que le fait de faire des achats groupés, c'était une de leurs propositions au début. On a eu du mal à le mettre en œuvre. On a dû beaucoup travailler pour l'avoir sous la forme actuelle qui semble à peu près convenir à un certain nombre de personnes. Mais c'est vraiment de dire, bah oui, vous voulez manger, en fait, on va faire un truc pour manger, en fait. Et quand on a travaillé sur les jardins nourriciers aussi, on a pu travailler avec un producteur de plants qui a donné tous ses fins de production de plants. Et donc, c'est des plants qui sont déjà très avancés. Pratiquement, il y a déjà des tomates dessus, quoi, quand on les plante. Et donc, on arrive rapidement à avoir vraiment de la nourriture, en fait, et on arrive à avoir du concret avec ça. Et c'est vraiment le fait d'arriver à des choses concrètes, mais qui font vraiment partie de toute l'éthique de la démarche, de dire c'est nous qui l'avons planté, nous qui l'avons récolté, de dire on a choisi la liste de produits, quelqu'un a trouvé le producteur, on a réussi à avoir le contact avec lui pour avoir le prix. Et c'est à la fois la participation et le fait d'arriver à des produits, à vraiment concrètement arriver à avoir quelque chose à manger, qui fait que ça fonctionne, que ça a pris, et qui permet aussi que tout ce qui est un peu autour, qui est plus sur les mots des personnes, la sensibilisation des élus et tout ça, soit aussi bien entendu par les personnes, puisqu'on travaille aussi concrètement avec eux pour avoir cet accès dont ils ont besoin, quoi, notamment à cause de la mobilité ou de la logistique de l'organisation. Oui,
Est-ce que tu arrives à évaluer, Sophie, le nombre de personnes qui bénéficient, enfin, qui sont impliquées dans les labos, dans le groupement d'achat, enfin, euh, en nombre, est-ce que tu as idée à peu près? C'est une question qu'on nous pose justement pour les indicateurs, pour les financeurs. On a des nombres de consultations, donc de personnes multipliées par le nombre de fois où elles ont parlé. Je pense qu'on arrivait à 200 sur l'année dernière. Mais ça ne veut pas forcément... par exemple, une personne qui a peut-être 7 ou 8 consultations, puis une autre qui n'en a qu'une. On n'a pas forcément des chiffres là-dessus. Et puis, c'est aussi le nombre par rapport au nombre de personnes qui auraient pu être touchées, qui est en fait inconnu, puisqu'on sait, on n'a pas une liste détaillée des personnes en situation de précarité, bien sûr. La question avec qui on le fait et avec un peu les personnes ce qu'on dit, qui sont invisibles par rapport à ça, elle est importante dans toutes les réflexions qu'on a, notamment depuis l'année dernière. C'est un peu remonté souvent. Et c'est pour ça qu'on continue, en fait, aussi. On continue à proposer, à travailler avec les maisons des solidarités pour qu'ils identifient d'autres personnes encore, des choses comme ça. On sait que c'est pas... on peut pas faire un labo, des labos pour tout le monde, en fait. Quand on voit après, par exemple, si on s'approche de Nancy, il y a tellement de personnes en précarité à Nancy, c'est énorme, quoi. L'énergie et le temps, l'investissement qu'il faut pour faire des labos ou faire participer les gens, c'est énorme. Et sur la structure des foyers, vous avez plutôt un public familial, un peu type, des personnes seules, des personnes... C'est plutôt des personnes seules dans les foyers qu'on a sur le territoire. Et du coup, il y a les personnes seules, il y a toujours la problématique justement de l'alimentation qui se pose on n'a pas besoin forcément de volume, on n'a pas forcément de quoi faire, on va pas, c'est pas la même cuisine aussi, donc c'est aussi une question en soi. Alors, moi, j'avais une question à propos des CAP. Qui est-ce qui anime ces groupes de parole et est-ce qu'il y a la présence d'une personne qui, par exemple, a des compétences en psychologie? Alors, la personne qui les a mis en place et créés, c'est une personne qui a dirigé le département santé d'ATD Carmonde, qui est docteur de formation, et donc qui a cette expérience ATD Carmonde en fait pour le fonctionnement. On a travaillé aussi avec une sociologue anthropologue pour l'animation de plusieurs labos thématiques et notamment aussi pour leur analyse, donc qui apporte aussi qui a aussi cet apport éthique, Et ce qu'on essaye de mettre en place, c'est une formation. Par exemple, moi, j'étais formée aussi pour pouvoir faire ce travail d'animation, de préparation et d'animation et d'analyse des labos. Après, moi, je peux le faire parce que je suis salariée du Pays Terre de Lorraine. C'est loin par rapport aux personnes. On avait envisagé que, par exemple, des personnes, des assistantes sociales de la Maison des Solidarités puissent le faire, mais je ne pense pas que ça puisse vraiment se faire parce que les personnes n'ont pas la même liberté de parole avec elles en face après. Merci. On a perdu Charles, non? Non, désolé. Je suis là, je suis toujours là. Mais il n'y a pas ma caméra? Ah, c'est bon, voilà. Ah, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, je suis toujours là. Écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, moi, ce qui m'interpelle, là, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu viens de présenter, Sophie, mais le dernier aspect, là, sur la présence des sociologues et anthropologues,
dans les groupes labos, en fait, pour moi, c'est la réponse à notre question de départ, quoi. Enfin, c'est vraiment cette approche un peu multidisciplinaire et le besoin de s'extraire d'uniquement notre porte d'entrée à l'alimentation qui est vraiment indispensable pour la réussite du projet, quoi, et pour réussir à capter tous les enjeux qu'il y a derrière. Et ces sociologues en question, du coup, Sophie, est-ce que tu penses qu'à un moment, on pourrait les inviter ou... Enfin, je me dis, ça peut peut-être être un point d'intérêt pour les gens du réseau d'avoir leur regard, comme je pense que beaucoup de gens se posent la même question que vous à Langue. Éventuellement, je peux lui poser la question, en tout cas. Non, mais je te rassure, ce n'est pas une question piège. Mais effectivement, alors, soit en petit comité ou en plus grand, hein, mais c'est vrai que je pense qu'il y a cette question de comment aborder avec les personnes. Alors, le sociologue est peut-être pas là pour donner forcément les clés, mais au moins analyser, donner à comprendre un peu les mécanismes ou les... Après, je pense qu'il y a aussi... Enfin, moi, ce qui me marque beaucoup, on peut peut-être faire ce petit tour de débrief, hein, ce qui me marque beaucoup dans votre expérience, enfin, dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, tu allies beaucoup le côté projet, qui a un débouché concret, se nourrir, manger, un peu comme les paniers ou les temps de cuisine, hein, que vous faites à Langres, mais avec ce côté vraiment temps de parole, démocratie, enfin, un temps vraiment dédié pour pouvoir prendre ce que les gens ont à dire et qu'ils soient écoutés. Et voilà, et je trouve que c'est plutôt intéressant par rapport au questionnement que j'ai entendu, en tout cas du côté de Langres. Ouais, moi, je retiens peut-être trois grands facteurs autour de ce projet-là. Le premier facteur, c'est la dignité, et derrière la dignité, c'est l'autonomie. Le deuxième facteur très fort, c'est l'expression et le portage de la parole dans le public, de l'expression des publics, là. Et puis le troisième facteur, c'est le réseau des prescripteurs qui travaillent ensemble et sur une vision partagée autour de pas simplement l'accès à l'alimentation, mais la dignité humaine. Est-ce que d'autres veulent faire un petit retour sur ce qu'ils retiennent ou... Du coup, c'est un peu à l'image de ce que tu disais. Je trouve ça ultra intéressant de laisser la place aux personnes à qui est destiné ces projets, en fait. Parce que du coup, il y a guère que elles, ces personnes qui peuvent nous aider et nous dire, bah, ça marchera, ça, on veut ça, on a besoin de ça. Et voilà. Et après, je trouve que l'aspect donner donner tout le projet aux personnes, enfin, donner en tout cas ce retour à ces personnes, c'est ultra important et sûrement c'est par là que ça fonctionnera. Moi, ça va être un peu... Pardon. Vas-y, Patricia. Pour ma part, c'est pareil. L'idée de CAP, je trouve très, très intéressante. Sûrement difficile à mettre en œuvre parce que ça veut dire qu'il faut parler de confiance au début de la vision Cécile. Il faut réussir à instaurer un climat de confiance pour que les personnes puissent exprimer leurs émotions, exprimer leurs besoins également. Et c'est loin d'être simple. Et ce qui m'interroge aussi, c'est quel est l'accompagnement que l'on peut mettre en place après ces caps. Justement, quand peut-être on a des familles qui craquent, ça peut être justement le fait d'exprimer certaines difficultés ou certains besoins, ça peut générer des
des moments où ces familles vont craquer et comment elles peuvent être accompagnées après ces séances de CAP. En fait, c'était l'idée un peu que j'avais tout à l'heure dans la question que je posais, s'il y avait un psychologue ou une personne qui a des compétences similaires qui est présente dans ces réunions. Mais effectivement, je pense que ce retour réflexif, il est très important et primordial pour faire avancer le projet. Ma remarque, moi, elle rejoint un peu ce que tu dis, Patricia, c'est que je trouve que ce projet, c'est un beau projet d'équilibriste, enfin un beau travail d'équilibriste entre du concret, parce qu'effectivement, c'est ce qu'attendent les gens, voilà, des choses très palpables, d'accès à moindre coût à des produits, de pouvoir exprimer ses besoins. On est dans du quantitatif, du qualitatif, du réflexif, enfin, tout ce qui se termine en if, de l'affectif, de plein de choses. Et en fait, comment, enfin, c'est super enfin, il faut réunir, à mon avis, quand même pas mal de compétences autour de la table pour réussir à pas mettre les pieds dans le plat et à pas se tromper d'objets, à répondre aux bons enjeux, aux bons besoins. Et enfin, c'est un amalgame de tout ça, mais un bel amalgame, quoi. Enfin, au sens positif du terme. Et ouais, bravo. Que de compliments, Sophie. Bon, Esther, le micro est coupé, mais si jamais, pas hésiter. Hein, voilà. Merci, Sophie. Je me joins à Esther pour la présentation. J'espère que ça a été... on peut prendre au-delà de la présentation de Sophie. J'espère que ça vous a été utile du côté de Langres, votre questionnement. Alors, il n'y a pas des pistes d'action forcément très concrètes comme ça, déclinables. Ça nourrit peut-être plus votre réflexion que ça n'apporte un outil et une méthode clé en main. Mais en deux mots, ça re-questionne un petit peu la méthode et le projet, quoi. Comment on fait avec, et comment, enfin, il y a cette idée de dignité, d'autonomie qui est à retravailler, quoi. Et pas simplement d'avoir des interventions pédagogiques traditionnelles pour des sachants aux apprenants, voilà, comment on cuisine un céleri ou je sais pas quoi. Ça va bien au-delà. En gros, on recule, donc tout va bien. je ne sais pas si je vais mettre ça pour inciter les autres personnes à nous faire remonter des problématiques. Mais je le citerai dans le compte-rendu. Non, mais effectivement, bon, c'était pas un objectif premier de vous faire si, mais c'est vrai que si ça met de l'eau à votre moulin, c'est le principal. Donc, je vais essayer d'en faire un petit document, moi, donc, dans un petit PowerPoint que je vais envoyer aux gens. Il y aura le replay qui sera aussi donc proposé, parce qu'au vu des éléments, je ne pense pas qu'il y ait eu de choses très... voilà, ni de secret je sais pas, très interne ou ce genre de choses. Petite question à Sophie, est-ce que éventuellement tu as une présentation type, un truc que je pourrais joindre, des documents Oui, éventuellement, oui. Ouais. Pareil, peut-être du côté de vous à Langres, s'il y a des éléments que je peux joindre. Parce que l'idée, je vais faire un petit article hein, sur le site pour relater un peu ce temps d'échange. Il y aura la vidéo et puis des petits documents qui seraient utiles pour éclairer soit votre projet, soit celui de Sophie. Et puis, autre élément que je me note à moi-même et puis je vous dis, je pense le relayer surtout, et c'était un biais dans mon envoi de mail,
au groupe aussi éducation qui se pose des questions et à qui, si jamais à un moment vous souhaitez faire un retour, ça peut être intéressant. Enfin, quand vous aurez cheminé dans votre réflexion, je pense que d'autres membres du groupe éducation à l'alimentation s'intéresseront à votre cheminement. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Bon, ben, merci pour tout. Je pense que c'était un joli temps de partage et de retour d'expérience. Merci à toi, Charles. Merci, Sophie. Et puis, ben, j'allais dire on se laisse pour aller manger, mais il n'est pas encore l'heure. Donc, bon, On va faire la pause. Il n'est jamais trop Merci tard à pour tous. manger. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée, à très bientôt. Merci. Bonne journée. Merci, Au revoir. Sophie, merci, Charles.